Gemini Enemy présente Blabla Science. Aujourd'hui, la téléportation entre science et fiction. Et si on disait que la seule façon de construire un vrai téléporteur galactique, un truc capable de nous transporter instantanément d'un bout à l'autre de l'univers, c'était de détruire purement et simplement la théorie de la relativité d'Einstein? Franchement, c'est un postulat de départ assez fou, mais c'est vraiment le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Absolument. On se plonge dans cette idée un peu dingue de pirater le rayonnement fossile du Big Bang, en fait, pour forcer l'univers entier à se mettre à la même heure. Oui, parce que si on arrive à synchroniser cette horloge cosmique, on pourrait théoriquement déjouer les lois de la physique pour voyager instantanément. Sauf que, et on va le voir, le prix philosophique et humain à payer pour ça serait absolument terrifiant. C'est clair, hein. En fait, le conflit central de toute cette réflexion repose sur une bataille entre deux concepts que notre cerveau a beaucoup de mal à réconcilier. D'un côté, l'immensité de l'espace, et de l'autre, la tyrannie du temps. C'est vrai qu'on a du mal à se représenter ça au quotidien. Exactement. Pendant plus d'un siècle, la physique relativiste nous a imposé l'idée qu'il n'y a pas de présent universel. Il n'y a pas de grand maintenant partagé à l'échelle du cosmos. Chaque observateur vit vraiment dans sa propre bulle temporelle, quoi. C'est ça. Mais l'hypothèse qu'on étudie aujourd'hui tente de contourner cette règle d'une manière techniquement brillante, en utilisant la plus ancienne lumière de la création. Bon, décortiquons un peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour comprendre comment on pourrait construire ce téléporteur absolu, il faut d'abord poser le décor de cette fameuse horloge universelle. Tout à fait. Donc on imagine deux personnes, ou disons deux stations spatiales, qui sont séparées par des milliards d'années-lumière. Ouais, en gouffre absolu. Et l'objectif, c'est que ces deux entités décident de mettre leur montre exactement à la même heure, à la milliseconde près, et ça sans pouvoir communiquer instantanément. C'est là qu'intervient l'astuce. Pour accomplir ce miracle, elle se tourne vers le fond diffus cosmologique, ce qu'on abrège souvent en FDC. D'accord. Et c'est quoi exactement ce fond diffus? Ce qui est fascinant ici, c'est la méthode physique employée. Ce FDC, ce n'est pas une étoile ou une galaxie spécifique, c'est le rayonnement fossile du Big Bang lui-même. Un peu comme un écho lumineux du tout début de l'univers? Exactement, c'est une lueur thermique, une lumière extrêmement ancienne et refroidie qui baigne littéralement l'intégralité de l'univers de manière presque parfaitement uniforme dans toutes les directions. Mais du coup, en quoi ça aide nos deux stations spatiales? Eh bien, si la relativité restreinte nous interdit de trouver un centre immobile dans l'univers, ce rayonnement nous offre en revanche une trame de fond physique. Une sorte de repère absolu. C'est ça. Quand un vaisseau spatial se déplace très vite à travers l'espace, il crée un effet Doppler sur ce rayonnement de fond. Concrètement, le ciel paraîtra légèrement plus chaud et donc décalé vers le bleu dans la direction de son mouvement. Et plus froid derrière lui, donc décalé vers le rouge. C'est un peu comme le son d'une sirène de camion de pompiers, non ? Tout à fait, c'est la même mécanique. Le son devient beaucoup plus aigu quand le camion s'approche de nous et plus grave quand il s'éloigne. Sauf que, dans ce scénario cosmique, on applique ce principe de déformation des ondes à la température même de l'univers environnant. L'analogie de la sirène illustre parfaitement le mécanisme. Maintenant, la manipulation technique, ça consiste à utiliser cette déformation comme un instrument de navigation ultime. C'est-à-dire qu'ils vont s'en servir pour se caler. Voilà. Si nos deux observateurs, pourtant séparés par des gouffres intergalactiques, décident d'ajuster minutieusement la vitesse et la trajectoire de leur vaisseau pour annuler complètement cet effet Doppler, Donc, ils freinent, ils accélèrent ou ils bifurquent, tout ça en scannant le ciel en permanence. absolument, jusqu'à ce que la température microscopique de l'univers leur paraisse rigoureusement identique devant, derrière, à gauche, à droite. Le bleu et le rouge disparaissent totalement. Ça laisse place à une température parfaitement homogène partout. Et lorsqu'ils atteignent cet équilibre parfait, ils deviennent en physique ce que l'on nomme des observateurs comobiles. En supposant qu'ils soient éloignés de toute masse gravitationnelle colossale, genre des trous noirs supermassifs, Parce que la gravité déformerait le temps, c'est ça, hein? ouais, ça fausserait tout. Mais s'ils sont dans le vide, leurs horloges se mettent à battre exactement au même rythme. Ils mesurent le même âge exact de l'univers, soit environ 13,8 milliards d'années. C'est dingue, ils viennent juste, par la force de leur immobilité par rapport au rayonnement de fond, de créer un temps cosmologique commun. Voilà, une horloge partagée à travers tout l'univers. C'est une prémisse qui captive totalement l'imagination, en fait.
vaincre l'immensité terrifiante du vide spatial pour partager un seul et unique présent. Ça résonne tellement avec notre intuition humaine quotidienne. C'est sûr qu'au quotidien, on présume que la seconde qui s'écoule ici, c'est la même seconde qui s'écoule pour quelqu'un à l'autre bout de la planète. Exactement. Et on se dit naturellement que si ces deux stations spatiales sont parfaitement synchronisées, si l'univers entier partage la même seconde exacte, l'étape logique qui en découle, c'est l'invention du téléporteur galactique. Ça paraît très logique, oui. On a deux montres à la même heure, on devrait donc pouvoir désintégrer un objet au point A et le réassembler au point B de manière totalement instantanée, sans briser les lois de la réalité. Et c'est là que la relativité restreinte vient malheureusement dresser un mur infranchissable face à cette ambition. Avoir des horloges synchronisées sur le rayonnement fossile, ça ne rend en rien la téléportation instantanée possible. Ah mince, l'espoir retombe vite. Pourquoi ça bloque-t-elle ? À cause d'un concept fondamental que l'on appelle le cône de lumière. Il y a une confusion très courante chez les gens qui consiste à penser que la vitesse de la lumière, c'est juste la vitesse de déplacement des photons. Alors c'est bien plus profond que ça, André. Absolument. La constante c, la fameuse vitesse de la lumière, elle représente surtout la vitesse maximale de la causalité dans notre univers. La vitesse maximale à laquelle une cause peut produire un effet, donc. Attends, pour visualiser ça, le concept du pain de mie de l'espace-temps est particulièrement redoutable. Je peux l'expliquer ? Bien sûr, vas-y, c'est une super image. Si on imagine que tout l'univers, avec ses 3 dimensions spatiales plus la dimension du temps, ça forme un immense bloc de pain posé sur une table. D'accord. La longueur du pain, c'est l'espace. Et on avance de tranche en tranche au fil du temps. Donc le volume entier du pain représente l'histoire complète de l'univers, du tout début à la toute fin. C'est ça. Pour nos deux observateurs A et B, qui ont annulé leur mouvement par rapport au rayonnement de fond, le fameux présent partagé, c'est une seule tranche de ce pain, coupée de manière bien droite, parfaitement perpendiculaire à la table. Très bien aligné, oui. Le départ de l'objet depuis la station A et son arrivée instantanée à la station B se situent exactement sur la surface de cette même tranche bien droite. Dans leur référentiel à eux, tout se passe simultanément. Et c'est là le gros problème. La relativité impose de prendre en compte le reste de l'univers. Si un observateur C passe à proximité, dans un vaisseau spatial lancé à une fraction significative de la vitesse de la lumière, sa perception du présent ne sera plus du tout la même, sa tranche de pain de mie n'est plus droite du tout, elle est coupée en biais. fortement inclinée. Exactement. Le mouvement à haute vitesse modifie l'angle selon lequel un observateur traverse les dimensions de l'espace et du temps. Puisque la vitesse de la lumière doit rester constante pour tout le monde, ce sont les mesures d'espace et de temps qui doivent se tordre pour compenser. C'est fou de se dire que l'espace et le temps sont flexibles à ce point-là. Et la conséquence géométrique de cette inclinaison est vertigineuse pour notre projet de téléporteur. La relativité de la simultanéité démontre que la tranche de présent du vaisseau C, parce qu'elle est inclinée, va traverser l'événement de l'arrivée de l'objet au point B. Mais du coup, à cause de l'inclinaison, elle passera dans ce qui est le passé absolu du point A. Oui, c'est exactement ça. Attends, je vais être sûr de bien suivre l'implication physique de cette inclinaison. Ça signifie que si l'on demande à ce voyageur C d'enregistrer et de décrire ce qui vient de se passer avec ses instruments de mesure parfaits, il affirmera que l'objet est physiquement apparu au point B avant même que la station A ne lance le processus. L'effet précède la cause, de manière très littérale dans le référentiel de l'observateur C. L'objet vient tout simplement d'accomplir un voyage dans le passé. Géométrie de la situation. Une objection géométrique astucieuse me vient à l'esprit là par rapport aux sources. Je t'écoute, vas-y. Et si notre observateur C, dans son vaisseau ultra rapide, il décidait de se déplacer exactement sur la ligne médiane entre le point A et le point B. Il s'éloigne à la perpendiculaire exacte des deux stations. Du point de vue de C, la distance qu'il sépare de A et de B est parfaitement symétrique. Sa vitesse relative par rapport aux deux stations est identique. C'est un cas très précis, en effet. Mais dans cette configuration hyper spécifique, est-ce qu'il ne verrait pas les deux horloges de A et B ralentir exactement de la même manière ? Le fameux effet Doppler serait identique des deux côtés. Oui. Donc pour lui, A et B resteraient parfaitement synchronisés, non ? Ça sauverait le concept du téléporteur en fin de compte. Cela soulève une question cruciale sur la philosophie même des lois physiques. Ton intuition de la symétrie, elle est mathématiquement correcte. Ah, j'avais donc raison sur ce point. Un observateur voyageant sur cette stricte ligne médiane observera bien un décalage identique pour les deux horloges. Il mesurera les événements comme simultanés. Cependant, la réalité physique profonde d'un univers ne peut pas reposer sur une anomalie géométrique ou un point de vue privilégié.
C'est pas un cas général, en gros. Voilà. Pour que la physique tienne debout, ces lois doivent rester inébranlablement cohérentes pour tous les observateurs, peu importe l'extravagance de leur trajectoire ou leur position. L'univers ne fait pas d'exception géométrique. Donc l'univers ne valide pas une impossibilité juste parce qu'un seul vaisseau se trouve au bon endroit au bon moment, quoi. C'est ça. Le problème de fond reste le même. Mais qu'est-ce se passe-t-il concrètement si on force le destin? Si on se dit, tant pis, on ignore le vaisseau C et on construit ce téléporteur quand même. Alors là, on déclenche un effondrement logique gigantesque. C'est connu sous le nom de téléphone tachyonique, ou parfois appelé le paradoxe de l'antitéléphone. Le téléphone tachyonique, ça sonne comme un mauvais film de science-fiction. Comment ça marche? Imaginons que la téléportation instantanée fonctionne bel et bien pour A et B. L'information voyage donc à une vitesse infinie entre eux. Maintenant, introduisons un complice délibérément malveillant, un observateur D. D'accord, un saboteur, on l'appellera. Ce saboteur passe en trombe près de la station B, à une vitesse proche de celle de la lumière. Son vaisseau est équipé de son propre téléporteur. Sauf que le sien est aligné sur son propre référentiel temporel. Donc sur sa propre tranche de pain de mie, fortement inclinée vers le passé de A, si on reprend notre métaphore. Exactement. Attends, je veux visualiser la chronologie du désastre. A envoie l'objet à B à midi tapant. L'objet apparaît chez B à midi tapant. Jusque-là, tout va bien pour eux. À cet instant précis, le vaisseau D passe à côté de B, intercepte l'objet et le renvoie immédiatement vers A en utilisant son propre système. Le système aligné sur son présent incliné à lui. Et c'est là que tout casse. La double inclinaison géométrique provoque alors un retournement chronologique. Le téléporteur de D renvoie l'objet le long de sa propre tranche de simultanéité. L'objet va donc réapparaître au point de départ, à la station A. Mais quand... À un moment situé bien avant midi, par exemple à 11h30. Non, sérieux. Donc l'opérateur de la station A reçoit l'objet de retour à 11h30 alors qu'il n'a même pas encore pris son café ni pris la décision de l'envoyer à midi. Oui, c'est purement le paradoxe du grand-père appliqué à la logistique spatiale. C'est affreux. Si l'opérateur de A décide, voyant l'objet arriver à 11h30, de détruire la machine et de ne rien envoyer à midi, d'où vient l'objet à la base? Toute la structure de la causalité vole en éclats. La réalité devient fondamentalement incohérente. Si un seul effet peut précéder sa cause, alors plus aucune loi physique ne peut garantir le déroulement d'un événement. L'univers s'effondrerait. C'est pour ça qu'Einstein avait mis cette limite de vitesse. C'est pour protéger cette cohérence causale que la relativité interdit strictement le transfert d'informations plus rapide que la lumière. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que face à ce mur causal infranchissable, la réflexion que l'on explore dans nos sources prend un virage spectaculaire. Ah oui, il ne s'arrête pas là. Non. La solution radicale proposée consiste à dire très bien, si la théorie d'Einstein bloque notre téléporteur, mettons la théorie d'Einstein à la poubelle. On sacrifie la relativité. L'implication est colossale quand même. Abandonner le principe de relativité revient à nier plus d'un siècle de validation expérimentale. C'est pour revenir à une conception du cosmos beaucoup plus archaïque, bien que modifiée. C'est clair, ce modèle théorise carrément la mise en place d'un véritable référentiel privilégié absolu, qui est basé sur ce fameux fond du cosmologique dont on parlait. On met fin à la démocratie cosmique où tous les référentiels se valent, en gros. Voilà, l'idée est de décréter que le temps mesuré par le rayonnement fossile de l'univers, c'est le seul vrai temps autorisé. Les autres observateurs en mouvement ne vivent qu'une illusion. Cette hypothèse porte le nom d'univers lorenzien. On réintroduit un temps absolu. Ça rappelle un peu le concept d'éther du 19e siècle. Sauf qu'on utilise le rayonnement thermique du Big Bang comme horloge maîtresse indiscutable. C'est ça. Dans un tel univers, le fonctionnement du téléporteur galactique ne relève plus de la courbure locale de l'espace-temps, mais s'apparente plutôt à l'architecture d'un réseau informatique titanesque. Le cœur du système repose sur le concept du timestamp. Le timestamp, donc une empreinte temporelle, une signature validée par l'univers lui-même. Le mécanisme serait implacable. Au moment de la désintégration au point de départ, l'objet se voit attribuer un timestamp gravé dans le flux des données. Ce timestamp est calculé précisément sur l'âge cosmologique exact. Genre 13,8 milliards d'années, 42 jours, 8 heures, 15 secondes et quelques nanosecondes. Voilà. Et le réseau de téléportation impose une règle de sécurité fondamentale, une sorte de pare-feu causal. La station d'arrivée refusera de s'activer, refusera de matérialiser l'objet si le temps cosmologique de destination ne correspond pas strictement à ce timestamp de départ. D'accord, je vois l'idée. Donc, reprenons notre saboteur de tout à l'heure.
l'observateur D dans son vaisseau rapide. Celui qui voulait détruire la causalité. Ouais, il intercepte l'objet et tente de le renvoyer vers la station A dans le passé. Il lance la machine et là, bam, il se prend un énorme message d'erreur rouge, accès refusé. Exactement. Son téléporteur ne déclenche rien du tout, car le timestamp de l'objet exigerait d'arriver dans le passé du réseau cosmique, ce qui est formellement interdit par le protocole central. C'est brillant. Le paradoxe est évité grâce à cette dictature temporelle. L'information ne remonte jamais le temps universel. Mais bon, les conséquences technologiques pour maintenir un tel réseau seraient d'une complexité ahurissante. La téléportation cesse d'être un défi lié à l'immensité de la distance physique. L'ingénierie doit affronter un problème de synchronisation de réseau. Un peu comme le lag ou la gigue dans nos connexions Internet aujourd'hui, non? Semblable à la gigue ou au jitter, oui, mais appliqué à la matière. Chaque station de l'univers devrait être ancrée et calibrée sur le rayonnement de fond avec une précision frôlant la perfection, mesurée au micro-Kelvin près. Oula. Ça veut dire que la moindre secousse tectonique sur une planète, la moindre dérive orbitale de quelques mètres, et la station perd sa synchronisation avec le fond diffus? Complètement. Le timestamp serait corrompu. Et l'objet transféré se volatiliserait dans les limbes du réseau, purement et simplement rejeté par le pare-feu de la réalité. Horrible fin. Le niveau de maintenance nécessaire exigerait que des planètes entières soient artificiellement stabilisées, juste pour éviter que leur simple rotation ne crée un micro-effet Doppler fatal. C'est un cauchemar logistique. Donc si je résume, l'espace devient gratuit à franchir, mais le temps devient une prison absolue. On transforme l'univers matériel en un serveur gigantesque. Une très belle analogie, oui. Mais si l'univers entier est soumis à cette dictature de l'horloge système, comment des êtres humains programmés par l'évolution pour explorer, bouger et s'émanciper pourraient-ils supporter une telle contrainte fondamentale? L'exploration de ce concept mène inévitablement à une réflexion sociologique profonde. L'introduction d'une technologie dictant le flux corporel provoquerait une fracture idéologique et physique majeure au sein de l'humanité. Dans les documents qu'on a épluchés, il part d'un scénario avec l'émergence de deux tribus humaines, aux philosophies diamétralement opposées, les contemplateurs et les voyageurs. Une vraie sécession de l'espèce. Et basée non pas sur la politique ou la géographie, mais sur le rapport au passage du temps. Les contemplateurs, d'un côté, ils feraient le choix du confort et de la connectivité totale. Ils accepteraient de rester physiquement immobiles par rapport au référentiel du fond diffus. Ils vivraient dans une société où la distance a été éradiquée. La civilisation des contemplateurs s'apparenterait vraiment à une ruche galactique, t'imagines. Un ingénieur pourrait superviser la construction d'une mégastructure autour de l'étoile Sirius le matin. Assister à une réunion sur une lune de Jupiter à midi. Et rentrer dormir sur Terre le soir, tranquille. La galaxie entière devient un simple village. Ils partagent une histoire commune, une culture synchronisée en temps réel à travers les étoiles. Mais l'inconvénient inhérent à ces modes de vie, c'est l'acceptation d'un rythme universel figé. Ils sont verrouillés sur le tempo de la trotteuse cosmique, avançant seconde après seconde, sans aucune échappatoire possible. C'est une cage dorée, mais à l'échelle interstellaire. Et c'est justement ce refus de la cage qui donne naissance à la seconde tribu, les voyageurs. Eux, ils rejettent catégoriquement la tyrannie du timestamp. Ils choisissent l'exil dans les confins de l'espace, utilisant des vaisseaux propulsés à des vitesses proches de celles de la lumière. Ils exploitent à fond les lois de la relativité relatiste. Pour eux, le voyage est une machine à avancer dans le temps. Ils vivent quelques mois à bord de leur vaisseau, tandis que des décennies ou des siècles s'écoulent pour la civilisation des contemplateurs. Mais le drame de cette scission, il réside dans le prix terrifiant de cette liberté relativiste. Oui. En accélérant à des vitesses extrêmes, les voyageurs altèrent le rythme de leurs horloges biologiques, l'âge de leurs propres cellules. Ils se désynchronisent violemment du temps cosmologique du réseau. Leurs données biologiques ne correspondent plus au registre central, en gros. C'est exactement ça. Donc ils perdent leur mot de passe temporel, ils deviennent des parias, des sortes de fantômes chronologiques. Le terme de fantôme est très juste. S'ils décident de s'arrêter, s'ils ressentent le besoin de revenir au sein de la société galactique et d'utiliser le réseau de téléportation, l'accès leur est refusé. À cause de la différence d'âge. Oui, leur âge physique est en décalage avec l'âge de l'univers. Pour retrouver le droit d'utiliser le téléporteur, un voyageur devrait s'installer sur une planète immobile et attendre le temps nécessaire. Attendre combien de temps? Parfois des décennies de vie sédentaire pure, juste pour que son âge se resynchronise artificiellement avec le timestamp universel.
Le téléporteur, initialement conçu comme l'outil ultime de libération spatiale, se mue en un instrument de contrôle social implacable, forçant la sédentarité de l'espèce. C'est glaçant, cela ramène le débat à un niveau très intime, touchant à notre atavisme grégaire, ce besoin instinctif de faire partie du groupe. C'est un choix impossible. Face à ce choix technologique ultime, que préférerait la psyché humaine au final? Le frisson romantique et solitaire de l'exploration interstellaire, avec la capacité de bondir vers le futur lointain au prix de l'isolement total? Ou alors la chaleur sécurisante d'une méga-société connectée, partageant un éternel présent commun, mais condamnée à vieillir ensemble au même rythme implacable. Mais même pour cette méga-société, ça se termine mal, non? Si on relie cela à la vision globale et au destin de notre univers physique, la tragédie frappe même ceux qui ont choisi la sécurité de la connexion. Le choix des contemplateurs porte en lui les germes de sa propre destruction. Ah oui, l'univers ne reste pas sagement à la même taille. L'univers n'est pas un décor statique, il est en pleine expansion. Et cette expansion s'accélère sous l'effet de l'énergie noire. Au fil des éons cosmiques, le fond diffus cosmolithique, cette fameuse lueur fossile qui sert de métronome à tout le réseau galactique, va subir les conséquences de cet étirement de l'espace. Ces ondes vont s'étirer de plus en plus, sa température, qui est déjà proche du zéro absolu aujourd'hui, va continuer de chuter de manière infinitésimale. La dégradation du signal est inéluctable, oui. Dans un futur lointain, ce rayonnement thermique deviendra tellement froid et ténu qu'il sera technologiquement indétectable, même pour les capteurs quantiques les plus avancés de cette civilisation. L'horloge maîtresse s'arrêtera de faire tic-tac, tout simplement. Le ping universel, qui synchronise les portes de téléportation, s'évanouira dans le bruit de fond du vide. Les stations perdront leur étalonnage de manière irréversible. Et en l'espace d'une poignée de secondes, la distance astronomique reprendra ses droits. La méga-civilisation des contemplateurs se fragmentera, retombant dans une nuit cosmique. Chaque système stellaire se retrouvant soudainement isolé par des années-lumière de vide infranchissable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? L'ironie profondément poétique de cette expérience de pensée, c'est que cette civilisation hyper connectée, qui aura dominé les étoiles grâce à l'asservissement du temps, finira inévitablement dans l'oubli. Le réseau s'éteint et la mémoire aussi. Avec les millénaires de cet isolement forcé, la mémoire même de ce réseau instantané s'effacera des archives et des consciences. On peut imaginer que des éons plus tard, bien après cette ère de gloire, des êtres pensants, isolés sur leur monde lointain, regarderont à nouveau le vide étoilé. Comme nous aujourd'hui, en fait. Exactement. Ils élaboreront des théories et se demanderont, dans des discussions purement spéculatives, s'il serait mathématiquement possible de créer un téléporteur galactique en piratant une horloge universelle. Ils ignorant totalement que leur débat métaphysique n'est que l'écho d'une réalité technologique perdue à jamais. Le cycle du savoir se referme sur lui-même. La cime technologique d'une époque devient le mythe fondateur ou l'utopie théorique d'une autre. L'incapacité de vaincre la distance redevient la norme absolue de la réalité. Et cette boucle intellectuelle m'amène à une réflexion finale. Une idée vertigineuse pour clore notre session. On passe notre temps à considérer la limitation de la vitesse de la lumière comme une loi brute, immuable, une simple caractéristique technique de notre univers. C'est le pilier de notre physique actuelle. Mais, et si l'impossibilité d'aller plus vite que la lumière n'était pas une loi fondamentale éternelle? Et si notre propre univers matériel tel que nous le connaissons aujourd'hui avec ses distances infranchissables n'était en fait qu'un antique serveur devenu beaucoup trop vieux, trop vaste et trop froid? Oh, waouh! C'est troublant comme perspective. La barrière de la vitesse de la lumière ne serait alors que le symptôme de l'extinction d'un réseau cosmique originel. Un réseau jadis utilisé par des entités inconcevables, à l'aube même du Big Bang, à une époque lointaine où le rayonnement fossile était encore un brasier brûlant, dense, et offrant un timestamp d'une pureté absolue pour voyager instantanément. Quand le signal était encore assez fort pour relier toute la création naissante. La lenteur frustrante de nos fusées modernes et la prison de la vitesse de la lumière ne seraient, au final, que la cicatrice d'une ère technologique éteinte, avec l'expansion. C'est fascinant. Voilà une idée vertigineuse à méditer pour quiconque regardera l'immensité des étoiles et le silence de l'espace entre elles ce soir.